Des messages contradictoires sont envoyés par Donald Trump et Netanyahou après ce rituel d'humiliation qui a eu lieu en Égypte, ainsi que ce qui s'est passé à la Knesset le même jour où le cessez-le-feu a été établi. Voici le message de Donald Trump, une réponse très sensible, presque en colère, à ceux qui demandent si cette guerre, le génocide à Gaza, est réellement terminée. Et Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, n'est pas allé jusqu'à dire que la guerre était terminée. Selon vous, la guerre entre Israël et le Hamas est-elle réellement terminée? La guerre est finie. La guerre est finie, d'accord? Tu comprends ça? C'était sa réponse à la situation du cessez-le-feu, malgré le fait qu'Israël en viole chaque aspect. Netanyahou a donné une autre réponse lorsqu'il a réagi aux questions posées sur ce que certains appellent désormais la société de radiodiffusion sioniste, avec Bari Weiss, engagée comme rédactrice en chef. CBS a interviewé Benjamin Netanyahou et lui a demandé ce qu'il pensait des propos de Trump, affirmant que la guerre était terminée. Voici ce que Netanyahou a déclaré. M. Trump dit que la guerre est terminée, mais clairement ce n'est pas le cas. Tsahal est encore déployé dans certaines zones de Gaza et le Hamas est toujours présent dans les rues. Comment pouvez-vous dire que la guerre est terminée? Eh bien, nous avons convenu de donner une chance à la paix. Nous avons convenu que nous devions le faire. Les conditions de ce plan en 20 points sont très claires. Il ne s'agit pas seulement de libérer les otages sans retirer nos forces armées, mais aussi d'obtenir à la fois la démilitarisation et le désarmement. Ce ne sont pas la même chose. D'abord, le Hamas doit rendre ses armes. Cela ressemble vraiment à une grosse gifle pour Trump. Mais c'est en quelque sorte devenu une habitude depuis son arrivée au pouvoir. Il y a eu ce mélange d'inquiétude et de fanfaronnade de la part de Trump, puis Israël fait exactement le contraire de ce qu'il aurait soi-disant mis par écrit. Évidemment, il n'y aura pas de paix, et ce cessez-le-feu finira par s'effondrer à un moment donné. Je ne sais pas quand, dans quelques jours, semaines ou mois, je n'en ai aucune idée. Mais il ne passera pas à la deuxième phase, car la résistance ne va pas rendre ses armes. Ils savent que s'ils le font, ils seront massacrés, et le peuple palestinien ne leur pardonnera jamais, car ils sont la seule protection dont le peuple dispose. Ce que Trump a fait, et vous savez, il est très impulsif. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Trump, Dieu merci, mais nous savons qu'il est très impulsif. Malgré tout, le fait qu'il ait dit cela rendra plus coûteuse pour le régime israélien la relance de la guerre. Même si je pense que s'ils veulent le faire, ils le feront quand même. Ce n'est pas comme si les paroles de Trump allaient arrêter Netanyahou, mais cela rendra les choses plus coûteuses. Et je pense que ce sera le cas, parce que cela va humilier Trump. Trump aime humilier les autres, pas les Israéliens, mais nous avons vu en Palestine occupée comment il a humilié Adelson, et en Égypte comment il a humilié tout le monde. Mais si le régime israélien relance la guerre, ce génocide, cela ne va pas jouer en sa faveur. Parce qu'il a dit que c'était fini, et il a insisté sur le fait que c'était fini. Bien sûr, le régime va continuer à tuer des gens. C'est ce qu'ils font au Liban. Au Liban, chaque jour, ils mènent des attaques. Ils bombardent des maisons, des gens qui travaillent à reconstruire leurs habitations. Ils bombardent des personnes qui travaillent dans les champs. Ils bombardent des gens à moto. Ils bombardent des gens qui conduisent avec des légumes dans leurs camionnettes pour les vendre. Et il y a seulement quelques semaines, ils ont assassiné une famille américano-libanaise. 3 enfants dans cette famille, ainsi que le père. Les 3 enfants sont nés aux États-Unis. Personne aux États-Unis ne s'en est soucié. Personne au pouvoir. L'ambassade des États-Unis n'a rien fait. Les journalistes occidentaux
n'en ont pas fait grand cas. Il n'y a donc aucune raison de penser que si le régime israélien mène d'autres attaques, il y aura une réaction majeure de la part de l'Occident. Cependant, ce ne sera pas bon pour le régime, car les campagnes et l'hostilité mondiale qui existent désormais à son égard seront renforcées à chaque meurtre qu'il commettra, car aucun d'entre nous ne les laissera s'en tirer. Il y a maintenant des dizaines de millions de militants à travers le monde qui observent ce qui se passe à Gaza. Ils regardent ce qui se passe en Palestine. Ils regardent ce qui se passe dans toute la région. Ainsi, chaque fois que quelqu'un est tué, chaque fois que quelqu'un est blessé, les médias occidentaux ne feront rien à ce sujet. Ils restent silencieux à propos du Liban. Ils ne disent rien sur les attaques que nous voyons chaque jour. Mais beaucoup de gens y prêtent attention. Et si les Israéliens commencent à tuer des gens à Gaza, ce qu'ils ont déjà fait, cela ne fera que rappeler aux gens le génocide. Chaque fois qu'il y a un autre meurtre, que ce soit en Cisjordanie, à Gaza ou au Liban, les gens se souviendront de 2 années d'Holocauste. Même si Trump essayait d'humilier tout le monde, certains très volontiers, comme le Premier ministre britannique Keir Starmer lors de ce spectacle de cirque au sommet d'Égypte, il semble qu'à chaque fois que Trump tente d'obtenir une sorte de répit pour lui-même, Israël, que Trump donne ou non le feu vert, Israël continue simplement. Et cela en soi est une forme d'humiliation, même si Trump ne le perçoit pas ainsi. Peut-être parce qu'il est tout simplement aussi sociopathe et narcissique. Ce génocide et ce qui se passe actuellement étaient en quelque sorte prévisibles. Cela pourrait expliquer pourquoi la résistance est restée aussi déterminée, même aujourd'hui. Oui, je veux absolument parler d'un peu de ce contexte dans un instant. Mais pour aborder l'aspect plus immédiat de ce qui s'est passé ces derniers jours, il est clair que Donald Trump voulait ce cessez-le-feu, tout comme il voulait celui de janvier, qui a duré jusqu'en mars, bien sûr, avec les violations habituelles d'Israël et ainsi de suite. La question est de savoir s'il y aura un suivi. En réalité, la seule garantie que ce cessez-le-feu se poursuive, comme vous l'avez noté, il est déjà violé de bien des manières. Néanmoins, ce n'est pas rien que pour la grande majorité des habitants de Gaza, les bombardements jour et nuit, les massacres de plus d'une centaine de personnes par jour se soient arrêtés pour le moment. Et ils le voulaient désespérément. Les habitants de Gaza le voulaient. Et la résistance y répondait. Il est donc important de le reconnaître, même si nous parlerons des violations en cours. Mais mon point principal est que Trump voulait ce cessez-le-feu, et il l'a imposé. Il ne l'a pas imposé par bonté de cœur. Il l'a imposé parce qu'il est très clair, même pour les plus grands partisans et sponsors d'Israël, qu'Israël a été incapable de faire ce qu'il disait vouloir faire, et s'était engagé à faire. Nous venons de voir Netanyahou parler du plan en 20 points de Trump, qui inclut la démilitarisation et le désarmement. Je suis d'accord avec le Dr Marandi. Cela n'arrivera pas de sitôt. Mais pourquoi Netanyahou a-t-il besoin que cela vienne d'un soi-disant plan de paix de Trump? Il a dit que l'armée israélienne s'en chargerait. 2 ans plus tard, ils n'ont pas réussi à désarmer le Hamas, ni les autres factions de la résistance. Ils n'ont pas réussi à démanteler le vaste réseau de tunnels de résistance sous Gaza. Comme on le voit semaine après semaine dans les vidéos publiées par la résistance, celle-ci est encore capable de détruire des chars et des véhicules blindés israéliens et de tuer des soldats israéliens dans des embuscades sophistiquées. Il n'y a vraiment aucune partie de Gaza où l'armée israélienne puisse se sentir en sécurité sans que la résistance ne vienne les attaquer. Bien sûr, Israël est infiniment plus puissant, mais la résistance mène une guerre de guérilla. Ils ne les affrontent pas, tu sais, armée contre armée sur une ligne de front, comme dans une guerre classique.
C'est une résistance qui harcèle les envahisseurs, rendant leur présence extrêmement coûteuse. Et la résistance à Gaza est encore tout à fait capable de le faire, et le faisait jusqu'au dernier jour avant ce cessez-le-feu. Maintenant, en ce qui concerne les autres objectifs d'Israël qu'ils prétendaient vouloir atteindre, ils ont dit qu'ils allaient récupérer leurs soi-disant otages, en réalité des prisonniers de guerre. Ce sont tous des soldats d'occupation qui ont participé à des décennies d'apartheid, d'occupation et de génocide. Il a dit qu'ils allaient les récupérer par la guerre. Ils n'ont pas réussi à en faire sortir un seul. Je pense qu'au cours des 2 dernières années, ils en ont sauvé quelques-uns, à un coût très élevé, mais ils ont tué bien plus de leurs propres habitants à Gaza, par des bombardements, par la famine, et ainsi de suite. Au final, ils n'ont pu les faire sortir que par des négociations. Et des négociations avec qui? Des négociations avec le Hamas, le groupe qu'Israël avait déclaré vouloir complètement détruire et éradiquer. Nous en sommes donc là, après 2 ans de génocide. Le Hamas est toujours là, et Israël doit négocier avec lui. La résistance est toujours là. Ils ont encore leurs armes, et Israël n'a pas réussi à obtenir de véritables succès politiques, malgré la réalisation d'un holocauste sous les yeux du monde entier. Et vous pensez aux objectifs non déclarés d'Israël, ou disons les objectifs officieusement déclarés, car ils ont été énoncés non pas nécessairement par Netanyahou, mais par Smotrich et Ben Gvir et tous ces personnages fanatiques sur lesquels ils s'appuient pour obtenir du soutien. Ils voulaient procéder à un nettoyage ethnique de Gaza, expulser de force la population et la réinstaller ailleurs, reconstruire ces colonies juives fanatiques à l'intérieur de Gaza. Et ils ont complètement échoué à le faire. Les habitants de Gaza ont refusé de partir. Et nous avons tous vu, comme en janvier et encore ces derniers jours, qu'au moment où les habitants de Gaza en ont eu la possibilité, ils sont revenus en masse vers le nord. Ils sont revenus en masse à Gaza City, dans leur foyer, bien que totalement détruits et dévastés par ce régime génocidaire. Mais leur ténacité et leur détermination à rester sur leur terre n'ont pas pu être vaincus par Israël, malgré les souffrances qu'Israël a infligées et continue d'infliger, en refusant de respecter son engagement de laisser entrer au moins 600 camions d'aide à Gaza chaque jour. Et concernant l'aide, vous savez, c'est simplement un indicateur de la mesure dans laquelle les choses ont chuté par rapport à ce qu'elles devraient être en matière de droit international. L'aide humanitaire, la nourriture, l'eau, l'électricité, rien de tout cela ne devrait jamais être utilisé comme monnaie d'échange. Tout cela est inconditionnel selon le droit international. Une puissance occupante n'a pas le droit d'affamer une population civile afin d'atteindre ses objectifs politiques ou militaires. Un peuple occupé ne devrait jamais avoir à négocier pour de la nourriture pour bébés et des médicaments. Ce sont là quelques-unes des violations les plus abjectes du droit international. Mais cela est devenu tellement normalisé avec Israël qu'il lui est permis de négocier sur le nombre de camions de lait maternisé et de denrées de base qui entreront à Gaza. Pour dire, en somme, nous allons affamer des bébés parce que nous n'avons pas pu remporter sur le champ de bataille ce que nous avions dit que nous gagnerions. Et cette perversité est intégrée dans ce soi-disant accord qu'Israël est en train de violer. Je vais m'arrêter là, Danny, mais je veux revenir sur une partie du contexte historique dont tu as parlé. Jusqu'à présent, le régime israélien affamait la population. Et il affamait les enfants. Ils ont empêché la flottille d'apporter du lait maternisé. Ils ont empêché les camions d'apporter du lait maternisé. Mais ils prétendaient que c'était à cause du Hamas ou à cause des combats. Et maintenant qu'il n'y a plus de combats, maintenant qu'il est facile de faire entrer les camions, il n'y a plus d'excuses. Ils ne laissent pas les camions entrer. Cela montre simplement que la nourriture est une arme pour ces monstres. La nourriture est une arme pour ces criminels.
Et ils n'ont pas renoncé à leur objectif fondamental. Je veux dire, c'était bien sûr absurde que Trump parle de cela comme d'un sommet pour la paix, ou qu'il prétende avoir résolu 3000 ans de conflit. 3000 ans? Que veut-il dire? De toute façon, je n'arrive pas à parler quand il dit ça. Mais rien n'a été résolu. Absolument rien n'a été résolu. Et comme l'a dit le Dr Marandi, il est difficile de voir comment on pourrait même atteindre la deuxième étape de ce soi-disant plan Trump, car la résistance ne va pas remettre ses armes et se rendre. Pourquoi se rendrait-il, dans le cadre d'un accord, ce qu'Israël n'a pas pu gagner sur le champ de bataille, ou plus précisément sur le champ du génocide? Je ne vois pas comment nous allons y arriver. Peut-être que tu allais poser la question, Danny. Mais Trump a un certain sens du réalisme, dans la mesure où il a reconnu que le Hamas est la seule force capable de maintenir et de rétablir l'ordre à Gaza, et de nettoyer ces bandes de collaborateurs criminels engagés par Israël, composés de criminels et d'autres éléments qu'ils ont délibérément lâchés pendant le génocide pour voler l'aide, semer le chaos et s'enrichir sur le marché noir. Le Hamas est intervenu immédiatement et a tout nettoyé. Il s'est débarrassé des collaborateurs d'Israël, s'est débarrassé des voyous d'Israël. Et Donald Trump en réalité félicitait le Hamas pour cela. Il a dit « Oh eh bien, nous leur avons permis de garder leurs armes pour l'instant, mais ils vont se désarmer, ou nous le ferons violemment. » Eh bien, ce ne sont que des paroles creuses, car Israël a essayé de le faire pendant 2 ans. Et si Israël n'a pas pu le faire, comment Donald Trump pourrait-il y parvenir? Va-t-il envoyer les Marines à Gaza? Je ne pense pas que ce soit même une possibilité, mais supposons qu'il le fasse. Vont-ils faire mieux que l'armée israélienne? Je ne vois pas cela arriver. Il y a donc une réalité à laquelle ils ont été forcés de se confronter, malgré la rhétorique. Et la réalité, c'est que la résistance est toujours là. Elle n'a pas été vaincue. Les structures de gouvernance à Gaza, qu'ils avaient promis de détruire, ont immédiatement réapparu. Le ministère de l'Intérieur a pu commencer à remettre des policiers dans les rues, à rétablir l'ordre, à restaurer un certain sens de la vie civile. La municipalité de Gaza, malgré le manque désespéré de ressources et le fait qu'Israël, encore une fois, en violation de cet accord, tout comme il avait violé l'accord en janvier, n'a pas autorisé l'entrée d'équipements lourds à Gaza pour commencer à enlever les décombres et réparer les infrastructures de base. Mais la municipalité de Gaza fonctionne, tout comme les municipalités dans d'autres parties de Gaza. Ils n'ont donc rien accompli, si ce n'est un génocide, si l'on peut appeler cela un accomplissement. Le régime israélien a bloqué l'aide pendant très longtemps. Ils ont empêché quoi que ce soit d'entrer. Dès le premier jour, ils ont dit qu'ils allaient bloquer la nourriture. Si l'on regarde la lettre de l'Afrique du Sud à la CIJ, sa plainte déposée auprès de la CIJ, les déclarations des dirigeants du régime étaient très claires quant à leur intention de commettre un génocide et d'affamer la population. Tout cela est en ligne, accessible à tous. Lorsqu'ils ont fini par autoriser l'entrée d'une quantité limitée de nourriture, ils ont bombardé ceux qui protégeaient cette aide, ceux qui protégeaient les camions pour qu'ils puissent atteindre la population. Ils les ont bombardés. Ensuite, des collaborateurs intervenaient, attaquaient les camions et volaient les marchandises. Le régime israélien, c'est comme le régime le plus sinistre de l'histoire humaine. Et ensuite, le régime disait que le Hamas volait l'aide. C'est comme ça que ça fonctionnait. Soit il bloquait l'entrée de la nourriture, et l'Occident ne s'en plaignait jamais, soit il bloquait, comme je l'ai dit, les flottilles et les camions. Quand ils le faisaient, c'était leur manière sinistre de réagir. Mais maintenant, ils se dévoilent à nouveau en limitant la nourriture entrant à Gaza. Il y a maintenant un cessez-le-feu, donc les camions devraient pouvoir circuler. Mais ils disent « Non,
nous n'avons pas reçu ce corps à temps, ou ce corps nous a été remis par erreur. Ils utilisent simplement ces excuses pour pouvoir nuire aux gens, affamer les enfants, freiner leur croissance. Ce sont des monstres et ils sont totalement inutiles. L'administration Trump, Donald Trump lui-même, a reconnu que le Hamas était en réalité nécessaire pour maintenir l'ordre après ce cessez-le-feu, compte tenu de tout ce qui est arrivé aux Palestiniens. Mais ensuite, il a fait cette déclaration désespérée, qu'Ali a également mentionnée. Je voulais la diffuser parce que je veux que les gens entendent l'intonation. Souvent, ce qui se passe avec Donald Trump, c'est que lorsqu'il se trouve face à une situation intenable, que les États-Unis, ou lui-même, ne peuvent soi-disant pas contrôler, il commence à dire des choses, à la fois dans le fond et dans la forme, qui révèlent le caractère sans issue de la position dans laquelle se trouvent à la fois les États-Unis et Israël. Nous leur avons dit que nous voulions qu'ils se désarment. Et s'ils ne le font pas, nous les désarmerons. Et cela se fera rapidement et peut-être violemment. Cela témoigne d'une certaine forme de désespoir. Nous venons de vivre 2 années durant lesquelles Israël a tenté, par une violence génocidaire, de désarmer de force le Hamas et la résistance dans son ensemble. Et cela n'a pas eu lieu. Eh bien, encore une fois, Trump est impulsif. Il est vraiment difficile de le prendre au sérieux ou de prendre quoi que ce soit de ce qu'il dit au pied de la lettre. Si vous vous souvenez, pendant la guerre de 12 jours avec l'Iran, il a déclaré que l'Iran devait se rendre, une reddition inconditionnelle. Puis il a dit, nous pourrions tuer le dirigeant. Et il a dit aux habitants de Téhéran de quitter la ville. Chaque jour, il disait une sorte d'absurdité et menaçait de commettre un crime contre l'humanité, ce qu'il faisait. Je veux dire, le fait est que beaucoup de choses qu'il dit, il ne peut pas réellement les mettre à exécution. Et c'est la même chose à Gaza. Il dit beaucoup de choses, puis il recule. Même dans la guerre commerciale, nous l'avons vu le jour de la libération. Il a imposé ses tarifs, puis il a dû reculer face à la Chine lorsque le marché obligataire est entré en zone dangereuse. Rien de ce que dit Trump n'est fiable. On ne peut se fier à rien de ce qu'il dit. Il peut dire exactement le contraire le lendemain. Mais je voulais simplement évoquer ce qui s'est passé lorsqu'il est allé en Palestine, puis à la Knesset, et ensuite en Égypte. Ses remarques, son discours, puisqu'il parle sans réfléchir, je pense que ça s'est très mal passé pour lui et pour les États-Unis. Il a essentiellement reconnu que sa politique étrangère est dictée par les sionistes, par la famille Adelson, et que le plateau du Golan syrien a été offert en cadeau au régime par Trump à cause d'eux. Et bien sûr, le transfert de la capitale du régime à Al-Quds, ou Jérusalem, tout cela en faisait partie. Donc il n'est certainement pas America First, et elle non plus, car il a reconnu que son amour pour le régime israélien, pour ce régime génocidaire, est plus fort que tout sentiment qu'elle pourrait avoir pour les États-Unis. Ce genre de choses n'a pas du tout été bien perçu. Par exemple, il s'est vanté, ou a ri, du fait que Netanyahou cherchait toutes sortes d'armes et que les États-Unis lui donnaient tout ce qu'il voulait. Il revendique donc en quelque sorte le génocide. Il dit « oui, nous étions ensemble là-dedans ». Il admet simplement qu'il est génocidaire. Et puis, il y a eu l'humiliation que nous avons vue au Caire. Tous ces dirigeants qui sont allés au Caire ont trahi le peuple palestinien. Ils se sont humiliés eux-mêmes et ils ont essentiellement blanchi Trump. Mais qu'a fait Trump? Leur a-t-il été reconnaissant? Non. Un par un. Nous avons vu les différentes vidéos devenir virales. Les gens ici à Téhéran les regardaient, se les montraient entre eux et riaient de la façon dont ils traitaient le Premier ministre britannique, puis le président égyptien, et ainsi de suite. Donc, plus Trump parle, pire c'est pour les États-Unis.
Je pense que tout ce voyage dans la région a été dévastateur pour les États-Unis. Et cela montre simplement que les États-Unis sont un empire en déclin. Leur direction reflète ce déclin. Its leadership is reflective of that decline. In the past, you had people like Obama, no better than. Par le passé, il y avait des gens comme Obama, pas meilleurs que Trump, le même monstre génocidaire. Je veux dire, sous la direction d'Obama, le génocide au Yémen a été mené. La sale guerre en Syrie a été initiée sous sa direction. La destruction de la Libye a eu lieu. Il n'est pas meilleur que Trump. Cependant, il était bien plus intelligent, bien plus habile dans l'hypocrisie et dans l'art de tromper au moins de larges segments de l'opinion publique mondiale. Je pense donc que Trump reflète très bien l'état actuel des choses aux États-Unis. Un régime qui mène une guerre économique contre la Chine et échoue. Une guerre militaire en Ukraine et échoue. Qui perpètre un holocauste à Gaza et échoue. Carrying out a Holocaust in Gaza and failing.